Bonjour à tous, ici Yann d'Amaréhaute. On va commencer dans quelques instants. Vous êtes pas mal à vous être connectés déjà. Merci beaucoup. Anaëlle Louet qui a la gentillesse de nous accompagner ce soir est déjà là, ainsi que Séverine et Lorraine également de Cruesty Location. Donc vous êtes effectivement sur Livestorm. Je vais vous parler un petit peu en attendant que les dernières personnes se connectent de la manière dont ça va fonctionner. On va effectivement, donc du coup, on va rester tous les trois. Vous allez pouvoir nous voir à la caméra. On va passer quelques images également au-dessus. Vous avez sur la droite un certain nombre d'onglets. Vous avez le chat général où vous pouvez, avec grand plaisir, écrire tout ce que vous souhaitez, évidemment dans la positivité et la bonne humeur. Vous avez un deuxième onglet questions. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez à Anaëlle ou même éventuellement à Séverine et Lorraine sur la thématique de ce soir. On y répondra plutôt en deuxième partie, mais tout le long de ce webinaire, n'hésitez surtout pas à poser des questions dès que ça suscite votre curiosité. Voilà. Ça va être découpé globalement en deux parties. On va avoir une première partie d'interview d'Anaëlle pour la connaître un petit peu mieux, connaître son projet, aller un petit peu dans le détail. Et puis, donc, cette première partie va durer à peu près une demi-heure. Et puis, on va se donner ensuite 15 à 30 minutes pour répondre à toutes vos questions, que j'imagine vous serez nombreux à poser. Voilà. On va attendre encore quelques instants que les dernières personnes se connectent. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que vous pouvez mettre un petit oui dans le chat éventuellement pour me confirmer que les participants m'entendent correctement? Super. Parfait, merci beaucoup. Parfait, parfait. On va encore attendre quelques secondes et puis je vais laisser la main à Séverine et Lorraine pour l'introduction de ce webinaire. Merci à tous pour vos réponses, c'est parfait. On a fait des petits tests techniques en amont. Normalement, on devrait tous nous entendre correctement. Donc, n'hésitez surtout pas, hein, le long du webinaire, dans l'onglet questions, le deuxième onglet, donc à côté de chat, à poser vos questions. On y répondra dans la deuxième partie du webinaire. Bah, écoute, si tu veux, Séverine et Lorraine, je vous laisse la main. Je vous laisse introduire, si vous voulez, ce premier webinaire organisé par Cruesty Location. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Bonsoir. D'abord, merci à vous tous de prendre part à ce webinaire qui est une grande première pour nous. Il est le premier de 4 thèmes abordés ces prochains jours autour de la navigation et de la location. Ce soir, nous accueillons Anaëlle Louet qui partagera son aventure de préparation de la Mini Transat 2021. Et à ses côtés, Yann Le Gall du blog Amaréhaute, que vous avez pu entendre ces dernières minutes, animera cet échange. Voilà, donc nous, on est également présents. Donc si vous avez des questions de part et d'autre, Yann vous a informé tout à l'heure, vous pourrez les poser dans une petite demi-heure. Voilà, donc maintenant, on laisse l'échange entre Yann et Anaëlle. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Séverine. Eh bien, allons-y. Merci beaucoup, Anaëlle, du coup, d'être présente parmi nous ce soir. Est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par te présenter à tout le monde? Oui, donc déjà, bonsoir à tous. Je suis vraiment plaisir d'être là avec ce webinaire organisé par Cruesty Location. Donc moi, c'est Anaëlle Louet. Je navigue depuis que j'ai 8 ans en compétition et en croisière. J'ai toujours navigué avec ma famille.
Et aujourd'hui, j'en ai 23 et j'ai décidé de me lancer dans ce projet un peu fou qui est la Mini Transat. Très bien, parfait. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur peut-être sur ton parcours, sur un petit peu tes différentes expériences à la voile? Ouais, alors du coup, j'en ai plusieurs. Au niveau de la compétition, je viens plutôt de la voile légère. Donc, j'ai commencé comme beaucoup par l'optimiste. J'ai fait de l'optimiste quasiment 8 ans. Et puis après, je suis rentrée en pôle France Espoir. Donc c'est des pôles qui réunissent des jeunes sous sélection. Et de là, je suis rentrée en équipe de France jeune. Donc j'ai navigué pendant 6 ans en équipe de France jeune, une année en 4-20, puis après en laser. Donc j'ai fait toutes les compètes internationales qu'on pouvait faire à ce moment-là. Et donc j'étais plutôt sur la voile olympisme avec les JO jeunes. Et après, j'ai décidé d'arrêter en fait la voile olympique parce que j'en avais marre, parce que j'avais beaucoup donné et que ça m'intéressait moins. Et depuis toujours, la course au large m'intéressait. Et ça m'intéressait parce qu'en fait, depuis toute petite, je fais beaucoup de croisières avec mes parents. Mes parents, ils ont un bateau de croisière. Et donc, du coup, j'ai toujours navigué au large avec eux. On avait fait pas mal de traversées quand j'étais petite et ça me plaisait vraiment. Du coup, j'ai voulu me lancer plutôt jeune dans la course au large. De là, on m'a répondu à ce moment-là que j'étais trop jeune et qu'en plus j'étais une fille et qu'à cette époque c'était pas du tout ouvert au monde féminin la voile au large. Donc du coup, je me suis recentrée sur mes études. J'ai fait une première année en bio qui m'a servi à rien du tout. Et donc du coup, je suis partie à l'INB, donc l'Institut nautique de Bretagne, pour devenir technico-commercial. Et donc ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses en technique. Et du coup, j'ai fini en février là. Et j'ai eu l'opportunité un peu spéciale de comment elle s'est présentée à moi l'opportunité, mais j'ai eu l'opportunité de partir sur la Mini. Et donc du coup, j'ai accepté cette opportunité-là. D'accord. Bon, on y reviendra effectivement juste après. Ok, est-ce que tu peux peut-être bon, on va continuer un petit peu là-dessus. Donc finalement, toi, depuis toute petite, tu es un petit peu tombé dans le virus de la voile avec ta famille, si je comprends bien. Tu as navigué beaucoup en famille. Et puis après, du coup, tu as fait un parcours, entre guillemets, un petit peu classique de grand chelem, de compétition, de l'optimiste jusqu'à des plus grosses unités, en fait. C'est un peu ça. Ouais, exactement. En fait, j'avais 4 grands frères au-dessus de moi et qui faisaient déjà du bateau, qui faisaient déjà du bateau en compétition. Donc en fait, depuis vraiment que je suis enfant, je les accompagnais déjà en régate à ce moment-là. Alors je les faisais pas, mais j'étais quand même sur les parcours. Et donc du coup, en fait, c'était vraiment une suite logique que je me lance en optimiste en compète. Et j'ai eu la chance que mes parents déménagent dans le Morbihan à cette époque. Et donc, j'ai pu pratiquer la voile tout le temps, toutes les semaines. Et en plus de ça, avec eux sur leur bateau. Donc ouais, j'ai énormément navigué depuis que je suis toute petite. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où je suis pas allée sur l'eau en fait. D'accord. C'est une grande chance. Oui, effectivement, il y a beaucoup de chance. Tout à fait. Est-ce que tu peux, comment tu définirais la différence entre faire de la voile à titre de loisir, comme j'imagine on le fait la plupart d'entre nous qui t'écoutons ce soir, et puis la voile en compétition. Enfin, j'imagine que c'est un univers qui doit être quand même assez différent. Ouais, alors moi quand je navigue en compétition, pour moi je navigue pas en fait, presque en quelque sorte. Enfin, c'est assez particulier. Mais la navigation en croisière, c'est de la détente, c'est du voyage, c'est de l'aventure. La compétition peut être aussi de l'aventure, mais c'est du bon temps, c'est pas de contrainte en fait. C'est vraiment, par exemple, quand je suis en croisière, pendant 3 semaines en vacances l'été, je vais tout faire pour pas faire de près. Donc, si ça m'emmène vers La Rochelle, ça m'emmène vers La Rochelle. Si ça m'emmène vers la côte bretonne, plus à l'ouest, ça m'emmènera là-bas. Mais pour moi, la croisière, c'est pas de contrainte, c'est du bon temps, c'est de rencontrer des gens, rencontrer des amis, découvrir des choses. Que la compétition, en fait, c'est un challenge, c'est un objectif, tout faire pour réussir cet objectif, donc s'entraîner physiquement, préparer le bateau. Et c'est beaucoup plus de contraintes du coup parce que c'est un parcours qui est donné et que quoi qu'il arrive, il faudra faire le parcours.
Donc, c'est vraiment les différences que j'apporte. Et en plus de ça, c'est la concurrence entre d'autres concurrents. Donc, c'est pas comme si on partait en solitaire faire une traversée. Où là, pour le coup, on est vraiment seul. Donc, c'est vraiment l'aventure parce que le cerveau, il est seul, quoi. Que quand on part en traversée avec d'autres concurrents autour de nous, même si on les voit pas et qu'on peut pas leur parler, on sait qu'ils sont là et qu'il faut tout faire pour les battre. Donc, même à un moment où on va pas bien, parce qu'on est seul, on peut toujours se dire, mais non, mais là, il faut que je rebondisse parce que y a les concurrents à côté. Puis en croisière, ça peut être plus dur de le faire quand on est sur des traversées. Mais voilà, pour moi, la croisière, c'est vraiment un instant de détente et de rêve, quoi. D'accord, très bien. Pour aller continuer un petit peu plus sur ton projet, est-ce que tu peux nous parler du coup de la Mini Transat et peut-être déjà comment est-ce que tu es du coup arrivé, tu l'évoquais en introduction, comment est-ce que tu en arrives aujourd'hui avec ce bateau, je crois, sur lequel tu es, à faire la Mini Transat? Donc, oui, je suis à bord de mon bateau là. Alors, c'est un peu particulier comme je le disais parce que en fait, ça a commencé par une rencontre en fait qui a eu lieu en 2017 où moi et mon compagnon on avait pour objectif de faire la Mini Transat. Alors surtout lui, moi j'étais plus en tant que préparateur parce que j'étais à l'école. Et en fait, on a rencontré une personne qui est devenue un de nos meilleurs amis et par la suite qui s'appelait Blaise Bernos. Et qui préparait la Mini Transat pour 2019 aussi avec ce bateau actuel. Et en fait, on a arrêté notre projet jour pour jour exactement en même temps pour des raisons qui sont totalement différentes. Mais on ne s'est jamais perdu de vue. Et en fait, Blaise était atteint de maladie psychique. Il l'a appris à ses 40 ans. Suite à une hospitalisation pour dépression. Il est resté quand même 1 an à l'hôpital. Et une fois qu'il est sorti de l'hôpital, en fait, il a contacté nous et sa famille en disant je relance mon projet, mais je l'appelle différemment, ce sera la Mini Transat de la différence. Et c'était pour but de faire tomber les murs des handicaps psychiques qui peuvent être énormes aujourd'hui, en fait. Et malheureusement, Blaise, à la fin du premier confinement, le 23 mai, lors d'un entraînement, avec son bateau, en fait, il a fait un arrêt cardio-respiratoire et il est décédé. Donc, ça a été un bouleversement. Et néanmoins, nous, il avait vécu 2 mois à la maison avant le premier confinement. Il travaillait énormément. Il avait réussi à toucher beaucoup de monde, plein de monde qui peut faire bouger plein de choses, dont notre sponsor, qui est le groupe Job in Life et qui travaille que dans le monde de l'handicap pour la réinsertion dans les entreprises. Très bien. Et donc, il avait travaillé tellement dur qu'on ne pouvait pas abandonner le projet. Et donc, sa famille, l'association et nous, on voulait trouver quelqu'un. Et en fait, c'est avéré que ça a été moi, parce qu'à ce moment-là, je venais tout juste de finir mes études. J'avais pas de boulot, j'avais les compétences pour le faire. Et puis, du coup, j'avais la double envie de réussir ce projet. Bien sûr. Voilà. Voilà comment c'est arrivé. Très bien. Beau projet. Très beau projet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la Mini Transat, comment ça se passe? Parce qu'enfin, en réalité, il y a pas que la Mini Transat. Est-ce que c'est un peu l'aboutissement la Mini Transat, mais il y a d'autres choses un petit peu avant qui se passent, je pense? Ouais, donc en fait, le projet il se comporte vraiment en deux parties. Donc il y a l'association Bébé Céline, là, donc vous voyez le logo. Et donc, en fait, la première mission de ce projet, c'est de vraiment déstigmatiser les handicaps psychiques. Et donc, c'est de parler du plus possible des handicaps psychiques. Parce que, en fait, ça touche énormément de monde dans la population. Et vu que c'est des handicaps qui ne se voient pas forcément, ça peut être très dur. Et en plus de ça, ils peuvent être décelés quelquefois très tard, comme par exemple Blaise, où ça a été décelé à 40 ans. Et qu'il n'avait jamais compris pourquoi il n'avait pas réussi à avoir de boulot stable, de copine stable, enfin, une vie très compliquée. Et donc, du coup, le premier projet, un peu, je dirais, c'est ça. Et en fait, le bateau sert d'image. Le bateau est vraiment là pour avoir un support, pour pouvoir montrer, emmener des gens naviguer, montrer que c'est possible, que Blaise, lui, l'avait fait. Que, comme il disait lui-même, il ne ressentait jamais ses handicaps en mer. Et donc, du coup, voilà, le bateau, il est vraiment là pour ça.
Et donc, l'aboutissement à la mini transat, ce serait de porter lui, mais de porter tous les handicaps psychiques en fait à l'autre bout, quoi, et de pouvoir tirer le plus de monde possible. D'accord. Et voilà. Super. Parfait, très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire, deux mots peut-être sur ton bateau? Ouais, alors du coup, mon bateau, c'est un Offset 650. C'est le numéro 940, donc c'est un des derniers à être produit, puisque le chantier entre-temps a fermé. Les Mini 650, ça s'appelle Mini parce que ça fait 6,50 m, donc c'est les plus petits bateaux de course au large qui existent. Voilà, il n'y a pas grand-chose, c'est très, c'est très succinct comme bateau. C'est ma pièce de vie, en gros, c'est là où je suis, là, donc c'est vraiment tout petit. Et on n'a pas grand-chose à bord. On a juste un pilote, donc sans qui rien n'est possible. Et après, notre pilote, il nous donne plein d'informations. En fait, c'est un petit ordinateur qui nous donne plein de choses sur le vent, sur les angles de notre bateau, sur le courant qu'il peut avoir, les vagues. Voilà. Et c'est tout, en fait. J'ai une petite station météo, un récepteur AIS, du coup, pour être suivi et voir les autres bateaux. Et voilà, ça s'arrête là. On n'a rien d'autre. Pas de moteur, rien. Non, on n'a pas de moteur. Du coup, pour l'énergie, ça dépend vraiment de ce que chacun veut. Moi, j'ai 2 panneaux solaires de 115 watts avec 2 batteries lithium, pardon. Et j'ai un autre petit panneau solaire volant que je mets un peu où je veux de 50 watts. Mais voilà, ça, c'est mon option. Après, il y en a, ils ont des hydrogénérateurs ou alors des piles à combustible. Ah oui. Mais on n'a pas le droit au moteur. Donc, on part sans moteur. Voilà. Donc ça, c'est une caractéristique aussi, pardon, du Mini 650 parce que on est les seuls à partir sans moteur. Tous ont un moteur, même s'il est plombé. Quand les moteurs sont plombés, ça les empêche pas de les allumer. Et donc, du coup, c'est une source d'énergie, en fait. Et donc, du coup, cette source d'énergie-là, on peut l'enlever. Très bien. Est-ce que tu peux, du coup, maintenant, peut-être nous parler un petit peu de la Mini Transat, de la manière dont ça se déroule, cette fameuse course, du coup, jusqu'à l'autre côté de l'Atlantique? Donc, du coup, la Mini Transat, c'est un départ de La Rochelle. On s'arrête à Las Palmas. Et après, on va, alors ça a changé finalement, c'est plus la Martinique, mais la Guadeloupe. Et donc, voilà, on part tout seul. Alors, on est quand même 80 bateaux, plus des bateaux accompagnateurs. 4. Mais on part tout seul et du fait qu'on ait juste une VHF pour communiquer, on peut vite plus communiquer aux concurrents parce qu'on est trop éloigné. Et donc, en fait, on a à peu près une semaine et demie pour aller à Las Palmas. De là, on attend souvent 3 semaines parce que normalement, avec la différence de tous les concurrents au niveau vitesse, généralement le dernier met une semaine à arriver sur le premier. D'accord. Et après, souvent, enfin non, en fait, c'est pas souvent, il laisse une semaine de repos aussi pour les derniers arrivés, pour les réparations, le réapprovisionnement. Parce que le réapprovisionnement, il est très important parce que après, on part pour au minimum 2 semaines et au pire 3 semaines et demie, quoi. Donc, du coup, à Las Palmas, il faut bien se reposer, bien se préparer aussi mentalement, bien reprendre de l'énergie. Donc voilà, et pour pouvoir avoir le droit de participer à la Mini Transat, forcément, il y a des épreuves de qualification. Et donc, pour ça, il y a 1500 milles à faire hors course. Donc, comme on dit, nous, c'est presque la course la plus dure. Parce que je reviens à mon histoire de croisière tout à l'heure, quand on fait des traversées, on est vraiment seul. Et là, nos 1500 milles, on va seul, on part pour la zone atlantique, on part virer une bouée dans l'Irlande, au niveau de l'Irlande, et ça peut être le record là, qui a été battu cette année, c'est 6 jours de mer, mais ça peut être jusqu'à 11-12 jours, quoi. Et pour le coup, là, on doit partir vraiment tout seul. On n'a pas le droit de partir avec d'autres bateaux, on n'a pas le droit de partir avec un bateau accompagnateur. Et donc, ça peut être très, très dur et très, très long parce qu'en plus, on n'est pas en mode course. Et puis, c'est des bateaux qui avancent pas vite. On fait que 6,50 m. Donc,
quand on est au près, comme on va en Irlande, au près, au travers, parce que on n'arrive pas à avoir des vents portants jusqu'au bout. Bah, on fait des moyennes de 5 nœuds, quoi. Donc c'est long. Ah oui. Donc voilà. Et après, on a 1500 milles à faire en course. Donc là, il y en a certaines qui sont en double, il n'y en a pas beaucoup, et d'autres en solitaire. D'accord. Ok, donc tu dois faire 1500 milles additionnés en course et cette fameuse traversée jusqu'en Irlande de 1500 milles toute seule pour pouvoir te qualifier, pour avoir le droit du coup de partir l'année prochaine pour la Mini Transat. Exactement, voilà, c'est ça. Beau programme. Beau programme, ouais. Très bien, parfait. Bah, ça me donne peut-être l'occasion de passer sur un deuxième volet après cette présentation un petit peu générale de toi, de l'association, du bateau et de la Mini Transat. Si vous avez des questions sur ces sujets, n'hésitez pas à nous les poser. On pourra y revenir dans la partie questions-réponses et d'aborder peut-être la deuxième thématique qui nous intéresse, qui va être plutôt autour de la préparation du coup, donc de tous ces objectifs. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la manière dont tu te prépares justement pour réaliser à la fois cette qualification et puis de manière ultime la Mini Transat l'année prochaine? Ouais, donc il y a plusieurs en fait étapes dans la préparation. Il y a ma préparation à moi personnelle et la préparation du bateau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que certes on navigue sur des bateaux en solitaire, c'est vrai, mais en fait on n'est absolument pas seul. Parce que moi, j'ai derrière toute une association, donc j'ai 3 personnes qui me gèrent tout mon côté sponsoring, relations, voilà, parce qu'en fait, c'est très très lourd tout ça. Faut avoir le temps de tout faire et tout caler en une journée. Et pour le bateau, vu que j'ai pas les compétences en tout, alors j'ai des compétences sur un peu tout, mais pas approfondies, j'ai Nicolas, du coup, qui est mon compagnon et qui, lui, est préparateur du bateau, quoi. Donc tous les travaux, là en ce moment le bateau est en chantier. Moi en fait j'y touche pas, je viens quasiment pas. Je viens juste voir quand c'est en profondeur pour savoir comment mon bateau est fait, mais sinon c'est quasi lui qui fait tout. Voilà, donc la préparation du bateau c'est hyper important parce que faut pas qu'il casse. Faut que j'arrive en un seul bout et moi j'aurais de problèmes techniques, moi je fatiguerais. Donc c'est vraiment très très important. Et moi, à côté de ça, je me forme. Je me forme en électronique, je me forme en météo, j'ai des stages de survie, j'ai de la préparation physique et des entraînements. Donc tout ça, ça me prend énormément de temps. C'est passionnant, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà, en gros, je fais tout ça de mes journées. D'accord. Tu fais les entraînements avec ton bateau, du coup? Ouais, je fais les entraînements avec mes bateaux, enfin mon bateau, j'en ai pas plusieurs. En gros, ça va dépendre vraiment. Bon voilà, il y a eu le confinement, donc j'ai été punie, j'ai pas le droit d'aller naviguer. Mais à côté de ça, du coup, j'ai fait toutes les autres formations théoriques, c'est pas très grave. Mais en fait, mes semaines s'organisent en fonction de la météo. Donc, quand les conditions le permettent, je vais aller tous les jours sur l'eau, de minimum 4 heures jusqu'à 8 heures, voire partir sur des sessions de plusieurs jours pour m'entraîner aussi. Et donc, voilà, je cale tout ça, plus les plannings, parce que du coup, forcément, je dois intervenir quand même dans des écoles et tout. Mais je sais vraiment pas mon programme finalement plus de 2 semaines en avance par rapport à la météo. D'accord, ça varie vachement. Bien sûr. Donc voilà. Et si vous voulez, je vais vous montrer une petite vidéo dans l'entraînement du coup. Bien sûr. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Salut tout le monde. Bon aujourd'hui l'entraînement en mer. Il y a un peu de vent. Je suis sous spi là, en t-shirt, j'ai un peu chaud, je viens d'enchaîner une petite dizaine d'empannages là d'affilée. Donc l'empannage c'est pour la manœuvre pour changer de bord quand on est sous spi, donc au vent arrière. Donc voilà, c'est cool, le bateau file. Et il y a du soleil, des nuages, un peu de tout quoi. Allez, salut!
Donc, ça, c'est typique la navigation parfaite parce que les conditions changeaient pas mal. Parce qu'un coup, c'était du soleil, un coup de nuage. Oui, ça avait l'air pas mal. Et ouais, c'était sympa. Ce qui est important de se dire, c'est que en fait, quand alors je suis affiliée à un pôle d'entraînement aussi qui est la Turballe parce que Blaise venait de la Turballe, le bateau venait de la Turballe, donc on a décidé de rester à la Turballe. Mais quand je suis toute seule pour m'entraîner, en fait, chaque entraînement, je me donne une thématique. Donc par exemple, là, cet entraînement-là, c'était la thématique empannage. Donc faut s'imaginer que mon plus grand spi, parce que j'ai 4 voiles d'avant, sans compter le gémois. Donc mon plus grand spi, il fait 80 mètres carrés. Donc du coup, il faut bien s'entraîner pour pouvoir passer 80 mètres carrés. Et là, en fait, après la vidéo, j'en avais fait 10. Je crois, dans mon souvenir, dans la journée, j'en avais fait une quinzaine. En fait, j'étais cramée, j'en pouvais plus. Donc voilà, chaque entraînement, en fait, je me donne une thématique. Donc ça peut être de la conduite, comme là, et voilà, je me donne une thématique, par exemple, en meeting à continue des pannes, une pilote très très fort, mais voilà, chaque navigation est basée sur des thématiques. D'accord. Très bien, super. Donc du coup, pour toi, aujourd'hui, c'est une activité à plein temps, cette préparation à la Mini Transat. Comment est-ce que tu gères ton temps entre ce projet et le reste? Ouais, alors en fait, généralement, moi, mon projet est d'autant plus fou dans le sens où normalement, tout est fait pour que le projet se fasse en 2 ans. Donc les épreuves qualificatives se fassent en 2 ans. Et généralement, la première année, les gens travaillent encore. Et la deuxième année, les gens arrêtent de travailler ou alors ils ont un 10-20 heures, quoi. Sauf que moi, le bateau, je l'ai récupéré mi-juillet, je finissais de travailler jusqu'en septembre. Et du coup, en fait, j'ai commencé à naviguer en octobre. Presque un an. Donc là, nous sommes déjà au mois de décembre. Le bateau est en chantier. Donc du coup, je pourrais espérer commencer à naviguer selon ce qui va se passer dans notre monde en janvier. Et donc, du coup, je travaille plus parce que je suis obligée d'être à 100% parce que j'ai tout à faire, moi, en une année. Donc, je suis vraiment à 100% dessus. Et les journées sont trop courtes. Ouais. Donc, voilà. J'imagine. Tu évoquais un pôle d'entraînement. Donc, ça veut dire que tu es suivi, il y a un coach avec qui tu t'entraînes. Enfin, du coup, tu fais partie d'une team, entre guillemets, pour vous préparer à la Mini Transat? Ouais, exactement. Il y a plusieurs pôles qui sont un peu partout en France. Alors, quand même globalement, plus sur notre côte que dans le sud ou en Manche. Mais il y en a plusieurs. Moi, j'ai pris la décision de rester à la Turballe. Néanmoins, il y a quelques mini avec Westy, donc je vais pouvoir naviguer avec eux parce qu'on est 6. Mais du coup, oui, on a un coach. Là, pendant le confinement, on avait des préparations physiques, on avait des cours météo, des cours psychologiques, parce que c'est très, très important quand on est tout seul en mer, sur les rations alimentaires, les rations de survie. Donc tout ça, on est suivi. Et bien sûr, quand on part, par exemple, quand je parlais tout à l'heure de la qualification pour partir en Irlande, en fait, le coach est là aussi pour nous dire si on se trompe ou pas dans notre bulle météo, quoi. D'accord. C'est pour ça que, voilà, on navigue en solitaire. Une fois qu'on sera avec notre petit bateau au milieu de l'Atlantique, on sera seul, vraiment seul pour le coup. Mais en fait, on est tous sauf seul avant le départ, quoi. Bien que, par exemple, avec nos partenaires, moi, sans Crustylock, par exemple, le Krusty, ça serait compliqué. Donc, merci, Crustylock. mais voilà, on est vraiment pas tout seul, quoi. D'accord. Chouette. Parfait. On va passer à la troisième thématique, puisque le temps file. On va essayer de boucler du coup les questions, enfin l'interview qu'on voulait faire ensemble, Anaëlle. Et une troisième partie plus sur du coup l'expérience globale de cette aventure que tu es en train de vivre. Toi,
quel est ton objectif? Est-ce que c'est de gagner la mini transat, c'est d'y participer, c'est de défendre quelque chose? Quel est ton objectif? On l'a un petit peu évoqué, mais Moi, j'ai plusieurs objectifs. Le premier, le plus fort et qui me tire, il peut arriver qu'il fasse l'inverse, mais globalement qui me tire, c'est Blaise, c'est mon ami, parce que j'ai envie d'y arriver pour lui aussi, parce que c'est triste ce qui lui est arrivé, mais il avait construit plein de belles choses, et donc si j'y arrive, ça sera vraiment une énorme victoire. Après, c'est vraiment aussi de réussir à emmener le plus de personnes qui suivent les handicapés psychiques aussi avec moi, parce que c'est hyper important, ça me tient particulièrement à cœur, puisque c'est vraiment une cause qui a besoin d'être soutenue, ces handicaps-là. Et puis non, mon objectif n'est pas de gagner. J'aimerais, en tant que compétitrice dans l'âme, forcément, en soi j'ai envie, mais du fait que la plupart s'entraînent depuis minimum 2 ans, voire 3 ans, ouais. Moi j'arrive là, j'ai même pas 1 an pour me préparer, même pas 1 an pour connaître mon bateau, même si j'ai globalement un bon bateau assez récent. Va vraiment falloir travailler 10 fois plus là si je veux vraiment espérer battre les premiers, sachant que la plupart ils ont quand même fait la mini, donc ils savent à quoi s'attendre. Non, mon objectif est pas de gagner, par contre j'aimerais bien arriver dans les 15-25 premiers, quoi. Pas mal, sur 80. Ouais, alors attention, on est 80 en tout mini qui partent, mais il y a 2 séries. Ah oui, il y a les protos et les bateaux, les prototypes. Donc on ne court pas dans la même classe parce qu'on n'a pas la même vitesse. Donc, je suis un bateau en série, donc je pars avec les séries. Et c'est à peu près, c'est quoi tu sais à peu près combien il y a de protos et combien il y a de séries, grosso modo, ou... La dernière, je crois qu'il y avait 52 séries, il me semble. D'accord. Un bon tiers de série, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. En gros, c'est à peu près 50-55 séries et puis le reste de prototypes. Parce que les prototypes, c'est des bateaux en carbone. Nous, on n'a pas le droit au carbone. C'est interdit. Et le carbone, ça coûte très très cher. Donc, du coup, il y a quand même globalement pas trop de bateaux en proto, puisque c'est fragile, c'est vraiment fragile. Soit on rachète un proto et dans ce cas-là, on sait faire les choses, mais sinon, il faut le construire, donc il faut des moules, c'est pas le même budget, quoi. Donc voilà, que nous, notre jauge est quand même très stricte. Donc même si dans les bateaux de série, il y en a plusieurs qui se ressemblent pas, on a quand même les mêmes composants, à peu près les mêmes poids, voilà, les mêmes mâts que le proto, on peut faire beaucoup plus de choses. Une dernière question avant de finir l'interview, cette première partie. Est-ce que tu as des peurs, des craintes par rapport à ce projet et à cette course? Qu'est-ce qui te fait un petit peu peur par rapport à tout ça? J'en ai plein. Comme toute personne qui navigue, même en croisière. La plus grosse peur, vraiment, que je dirais, c'est la collision, quoi. Vraiment la collision, que ce soit avec un cétacé ou un conteneur, une collision, quoi. Ça, c'est vraiment ma plus grosse peur. Après, de toute façon, elle sera là, parce que de toute manière, il n'y a rien qui pourra l'empêcher. Donc, si je dois taper dans quelque chose, je taperai dans quelque chose. Mais je peux pas, c'est pas quelque chose que je peux anticiper, quoi. Donc voilà. Sinon, après, il y en a plein. La peur de la panne, la peur de la voie d'eau. Mais ça, souvent, c'était quand même lié à une collision, parce que nous, on n'a pas de vanne dans notre bateau, donc il y a peu de risques. Puis la peur de l'échec aussi, tout simplement. Donc voilà. Tu essaies de t'entraîner, j'imagine, à réduire au maximum chacune de ces peurs pour... Ouais, c'est ça. Mais après, elles sont toutes différentes à chaque moment aussi, quoi. Je sais pas, une fois par exemple en naviguant, j'étais au large de Belle-Île et puis j'entendais vraiment du bruit bizarre et je commençais vraiment à m'inquiéter. Bon, j'avais peur, quoi, clairement. En plus, c'était une de mes premières naves avec le bateau, toute seule. Et puis, je trouvais pas ce que c'était et ça faisait vraiment un bruit d'eau bizarre. Puis, en fait, au bout d'un moment, c'était juste des dauphins qui me suivaient, quoi.
en fait, ça a fini en moment magique, mais voilà, donc après, à chaque moment, il y a des peurs différentes, mais il ne faut pas les imaginer, hein, parce que sinon on ne part pas et on ne fera jamais de bateau. Bien sûr. Mais voilà, il y en a certaines qui sont, elles, beaucoup en présente. Très bien. Merci beaucoup, Naël, pour cette première partie. On va passer à vos questions, aux questions des auditeurs, à toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir. On a une première question de Damien qui demandait, alors il revenait sur ton parcours et il nous demande pourquoi tu avais choisi de faire la formation technico-commerciale plutôt qu'une formation un peu plus technique. Tout simplement parce que déjà je faisais pas cette formation pour le projet en particulier. Je faisais cette formation parce qu'il fallait un boulot. Que j'aime bien la technique, mais que c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien conseiller les gens, j'aime bien être à l'écoute des gens. Et donc, du coup, cet aspect de vendre me plaisait. Après, c'est sûr que pour préparer un projet comme celui-là, il aurait peut-être mieux fallu faire la formation technique. Et encore, l'avantage du technico, c'est que j'ai vraiment touché à tout, parce qu'en fait, on a quand même un an. Parce que moi j'ai fait l'INB en 2 ans, donc j'ai un an où j'ai fait que de la technique. J'ai vraiment que fait ça. Donc du coup j'ai quand même des bonnes bases. Et puis en plus de ça, je continue à me former. Donc je ne vais pas trop paniquer par rapport à ce sujet-là. D'accord. Voilà. On a une autre question, une question qu'on a déjà dû te demander. Comment tu gères le sommeil à bord? Quand est-ce que tu dors? Est-ce que tu dors déjà? Quand est-ce que tu dors? Comment ça se passe quand on navigue comme ça en solo plusieurs jours? Comment tu vas faire par exemple pour aller en Irlande et revenir? Ouais, heureusement je dors quand même. Après, ça peut être plus ou moins compliqué et on va pas forcément dormir le même temps tous les jours. C'est-à-dire que dans des conditions musclées ou alors dans des zones de trafic, tout ce genre de choses, je vais gérer mon temps. Donc le plus court qu'on fait, c'est 15 minutes. Donc je vais par exemple dormir, admettons, la journée 15 minutes et la nuit 15 minutes. Si c'est dans des conditions plutôt musclées, parce qu'il faut souvent vérifier que le bateau est bien réglé, qu'il n'est pas surpuissant pour pas que ça travaille mal dans le mauvais sens, pour pas que ça casse. Et après, du coup, dans les zones de pas de vent, c'est le moment où on peut plus se reposer. Mais en solitaire, le maximum qu'on dort vraiment, c'est 1h30, 2h, quoi. Donc voilà, après on va gérer notre sommeil comme ça, et encore une fois, c'est des choses qui s'apprennent, parce que quand on va dormir, on va tout de suite tomber dans un sommeil profond. Donc voilà, et le sommeil, c'est un peu quand même le nerf de la guerre, parce que y en a plus d'un qui se sont endormis, qui rentraient juste pour aller faire un point sur la carte, et en fait, trop fatigués, pouf, ils se sont endormis, et puis se sont retrouvés pas loin de cailloux. On met tout le temps, la plupart quand même, on a des petites alarmes, on a des réveils et qui durent maximum 60 minutes. Et en fait, on les remonte tout le temps. Donc même si on ne peut pas aller se coucher, on passe notre vie à les remonter. Comme ça, au cas où ça nous arriverait de nous assoupir par fatigue extrême, le réveil se mettra forcément à sonner. Ah oui, d'accord. Ok. Et après, du coup, c'est mon pilote qui fait tout, sinon en attendant. Donc, le pilote, quand on va se coucher, ça c'est un petit truc qu'on apprend assez vite, c'est qu'on le met tout le temps en mode compas. Parce que notre pilote, on peut le régler en mode vent, donc il va suivre le vent. Quand on est prêt et qu'on lui dit je vais faire du 45 degrés par rapport au vent, il va suivre le vent au 45 degrés. Donc, si le vent change, bascule, il va le suivre peu importe. Mais du coup, quand on part se coucher, si le vent il prend 110 degrés, le bateau il va suivre les 110 degrés. Et donc, si on est proche de la côte, ça peut faire très mal parce que du coup, on peut atterrir dans le caillou. Et puis, si on est en pleine mer, on peut perdre beaucoup, beaucoup de route. Tourner en rond, quoi. C'est ça. Donc, du coup, toujours mettre le compas, le mode de compas du pilote quand on va se coucher. Mais ça, c'est valable en croisière aussi. Oui, c'est un bon principe à appliquer, ouais.
Ouais, c'est important. D'accord. Ça nous est tout arrivé, je pense. Une question de Dominique sur tes sponsors. Est-ce que du coup, tu as un gros sponsor qui est cette association, c'est ça? Enfin, comment ça marche avec toi, tes sponsors aujourd'hui? Quels sont tes sponsors Alors, moi, en fait, il y a l'association, l'association travaille sur les handicaps psychiques. Et l'association, pour nous, trouver des fonds pour pouvoir rien qu'équiper le bateau ou faire les courses. Mais aussi pour pouvoir aller se déplacer. Moi, quand je vais donner des conférences à Paris ou à Bordeaux, il me faut aussi de l'argent. Et donc, du coup, ça marche par don, comme toute association. Donc, toute personne qui veut faire des dons font des dons, ou en adhérant à l'association. Et puis après, il y a les sponsors. Donc, on a le groupe Job in Life, qui est le sponsor majoritaire. Le bateau, il est aux couleurs, on peut voir dans mes photos. Le bateau est entièrement floqué sur le groupe Job in Life. Et après, on a un deuxième sponsor qui est l'UNAFAM. L'UNAFAM, c'est une association qui aide les parents et les familles, en fait, où il y a des personnes qui sont atteintes de maladies psychiques. Je vois pas. Je sais pas ce que c'est. Bon, on voit pas. Mais voilà, donc eux, c'est notre deuxième sponsor. Et après, on a plusieurs partenaires. Donc actuellement, on a Posti Location, que je remercie encore une fois. On a H2R Équipement, qui est un site internet et qui nous fournit tout ce qui est castignage, voilà. On a Big Ship, qui eux interviennent plutôt, déjà ils sont sur le port, donc je peux aller voir directement, ça ne transite pas par internet. Et puis eux qui ont un gros point fort sur le technique, Big Ship et Posti, là, ils sont très très bons en technique, donc ils sont souvent à m'aider techniquement. Et puis après, qui j'oublierais d'autre? Bonne question. Non, et puis après, c'est tout. Ça fait... Ah si, non, il y a Marine Composite, pardon, le bateau là où je suis actuellement dans les locaux. Le chantier, du coup, qui m'aide beaucoup et puis qui travaille avec moi pour que le bateau soit prêt et que je remercie aussi beaucoup. Donc voilà. D'accord. Très bien, merci beaucoup Anaëlle. Est-ce que on a une question également où on nous demande si tu sais quand est-ce que tu vas aller faire ta qualif de 1500 milles vers l'Irlande. Enfin, est-ce que tu as une idée de quand est-ce que tu aimerais la faire? Parce que savoir quand tu le feras, j'imagine que c'est peut-être un petit peu tôt, mais... Non, absolument pas. De base, je vais espérer la faire en novembre. C'est con parce qu'il y avait vraiment les bonnes conditions en plus qui sont passées par là, avec le vent parfait, le temps parfait. Bon, malheureusement, voilà, j'ai pas pu la faire. Mais non, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la faire. Je vais devoir attendre que l'hiver passe là parce que souvent il y a beaucoup trop de dépressions là-haut. Ouais. Nous, on fait que 6,50 m, donc on évite les dépressions. Nous, dans 25 nœuds, ça commence déjà à toucher un peu à la rue. Hein. Donc non, ça sera vraiment creux météo. Donc là, à la fin de l'hiver, en fait, tous les jours, je vais regarder la météo et je vais étudier. Et dès qu'il y aura une fenêtre, en fait, je vais partir. Ce qui fait que du coup, j'ai tout qui est prêt déjà pour cette qualif. Donc j'ai déjà mes sacs de nourriture qui sont prêts. J'ai déjà mes bidons d'eau. J'ai tout en fait. Donc là, c'est pour ça que le bateau est retourné en chantier pour finalement préparer un peu les derniers préparatifs pour cette qualif. Et donc dès qu'il y aura une fenêtre, je partirai pour la qualif. C'est quoi typiquement, enfin sans rentrer trop dans le détail, mais quand tu le remets en chantier comme ça, c'est pour faire des réparations, faire des petites améliorations, il y avait des petits points de doute, il y avait... Plusieurs choses. Alors là, il y a quand la SNSM est montée à bord pour essayer de sauver Blaise, il m'avait cassé pas mal de choses quand même, ce qui est normal parce que l'accès du bateau est compliqué. Donc là, j'avais des réparations à faire et puis après, j'ai des ajustements. C'est pareil, Blaise et moi, alors ça nous est arrivé de naviguer ensemble, mais on naviguait pas pareil. Et donc du coup, là, je remets des trucs à ma manière de faire. Par exemple, dans le positionnement ou la taille, on ne faisait pas la même taille. Donc, lui, il était grand, fort et musclé. Moi, je suis grande, mais je pense que j'ai moins de force physique que lui. Donc là, on fait des ajustements.
Et puis après, des travaux qu'il n'avait pas fait. Par exemple, là, on est en train d'installer des toiles à matossage pour pouvoir matosser tout l'équipement sur les bords différents qu'on navigue. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça. En soi, on n'a pas eu de casse. Le bateau, lui, il va bien. On avait juste voilà, des bricoles à faire. Et puis l'anti-fouling à refaire parce que vu qu'on a des anti-fouling fluo, ça passe très très vite. D'accord. Est-ce que je ne sais pas si c'est possible, il y a des ordres de grandeur qui sont donnés pour les budgets, pour pouvoir faire comme ça une mini transat. On a des questions autour des budgets. Tu sais un peu près combien. J'imagine ça dépend des bateaux, ça dépend de ce qu'on veut faire, ça dépend si on veut gagner, si on veut participer, ça dépend si. Ouais, c'est ça, ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend de comment tu arrives dans ce circuit aussi. Par exemple, moi, déjà, il y avait l'achat du bateau. Le bateau a été acheté neuf. Donc, l'offset, il me semble que non équipé était sorti à 65 000 €. Donc, tout équipé, parce que il y a tout à mettre là-dedans. Il doit sortir, je pense que là, on doit être à 85 000 € déjà. Juste pour tout l'équipement, la sécurité à bord, l'énergie. Donc, voilà. Et puis après, là, moi, par exemple, dans l'idéal, j'aimerais bien avoir encore 30 000 € pour mes voiles, pour la casse typique qui peut arriver en course. Il faut savoir que l'inscription à la mini transat, c'est 5 000 €. Ah oui. Que le retour, parce que le retour se fait par cargo, c'est 5 000 €. Que souvent les bateaux sur le cargo se font dépouiller. Et vu que les bateaux sont quand même souvent vendus avant le départ, on anticipe ça aussi pour pouvoir le rachat de matériel, parce que l'assurance, ça ne marche pas sur tout. Et il y a surtout une grosse décote de l'assurance, par exemple sur l'électronique. Et l'assurance, justement, pour juste la traversée, parce que du coup, sinon, on a une autre assurance. Donc l'assurance de la traversée, c'est 5 000 € à elle toute seule. Wow. Et il faut savoir qu'on est les derniers bateaux de course au large à être assurés. Les autres, ils ne le sont pas. D'où le prix. D'accord. Donc déjà, ça nous met à 15 000 € l'année prochaine. Plus après les anti-fouling, les chantiers, les places de port, les grutages, les convoyages. C'est un gouffre sans fin, le bateau. D'où la recherche active de sponsors et d'essayer de faire financer ce projet. Exactement, tout à fait. D'accord. Comment on manœuvre toute seule sur un bateau comme ça, même s'il fait 6,50 m? C'est pas trop compliqué de tout gérer toute seule sur le bateau? C'est beaucoup de doutes déjà. La première fois qu'on monte sur ce genre de bateau, ça peut faire peur. Mais après, en fait, c'est notre pilote qui fait tout. Il est trop fort. Nous, finalement, on est l'équipier qui tire sur les ficelles. Donc, c'est des pilotes qui sont vraiment développés pour la course au large, pour les coureurs de course au large en solitaire en particulier. Donc, ils sont très très bons. On peut leur demander énormément de choses à ces pilotes. Donc voilà, c'est un coup à prendre en fait. C'est un coup à prendre parce qu'on a quand même plein de choses à gérer. On a les bastacs, on a les écoutes, on a 2 voiles à gérer à ce moment-là. Mais on n'a que 2 mains. Donc c'est toujours un peu compliqué, mais une fois qu'on a pris le mouvement, c'est assez facile. D'accord. Voilà. Une question que je me pose, je pense un peu à la voile loisir, où je sais qu'il y a parfois plusieurs écoles sur la sécurité que les gens peuvent mettre quand ils sont en train de naviguer, gilet, pas gilet, attaché, pas attaché. Comment ça se passe, toi, en navigation, a fortiori en solitaire, comme ça, en course au large? Moi, on peut voir là sur les photos, j'ai un gilet et je suis tout le temps accrochée. J'ai une longe. Là, en l'occurrence, j'avais un gilet parce qu'il y avait le photographe à bord. Mais en fait, sinon, j'ai jamais mon gilet de sauvetage. J'ai toujours un harnais, mais par contre, je suis toujours attachée. Et j'ai pas de gilet de sauvetage pour la simple et bonne raison que vu que je suis en solitaire, mon gilet peut
peux exploser, c'est bien, mais je suis seule dans l'eau, quoi. Ouais. Même si j'ai une balise personnelle, j'ai quand même le temps que les autres arrivent, j'ai pas de chance de survivre. Et donc, moi, je mise, comme beaucoup quand même de personnes qui naviguent en solitaire, sur le harnais et être attaché. Et bon, alors vous allez me dire, les gilets, ils ont des harnais, oui, mais alors nous, on navigue avec des gilets spéciaux qui sont normalement à immersion, c'est-à-dire que le gilet va se gonfler qu'au bout de 1,50 m, donc ce qui est à peu près une chute dans l'eau. Mhm. Mais en fait, une fois qu'il est gonflé, je ne sais pas si vous avez déjà fait le test ou pas, remonter avec un gilet gonflé entre les filières, c'est quasi mission impossible tout seul. C'est vraiment très compliqué parce qu'il s'accroche de partout, parce qu'il est gonflé de partout. Et donc, du coup, moi, parce que je me suis déjà entraînée à tomber à l'eau, je navigue attachée avec un harnais. Comme ça, je suis plus libre dans mes mouvements pour pouvoir remonter dans le bateau. Et dès que tu sors dehors, tu t'accroches. Ouais, il n'y a pas une fois, même là où je suis dans mon petit habitat, au final, mon petit habitat, là, je suis protégée parce que j'ai mon chariot de halba. Mhm. Mais en fait, même quand je suis là, je m'attache parce qu'on ne sait jamais, je ne sais pas, moi, d'un coup, je vois un truc qui est en train de tomber à l'eau ou quoi. Je vais pas prendre le temps de, bah non, je suis pas attachée, je vais prendre mon harnais ou ma longe. Non, non, je m'attache toujours quand je suis assise, j'ai un petit truc pour que je sois attachée. Mais je suis toujours attachée dehors, ouais. Et puis ça peut même m'arriver d'être attachée quand je suis à l'intérieur parce que je rentre juste pour faire un point. Je prends pas le temps de me détacher et de me rattacher. Mais par contre, ouais, c'est vraiment ça, pour moi, c'est vraiment ultra important parce que en solo, c'est compliqué quoi si tu tombes à l'eau. Mais ça peut l'être aussi en navigation avec plusieurs personnes. Moi, je sais que je suis très fan du gilet de sauvetage, mais je suis encore plus fan des gens qui s'attachent en fait. Parce que même un gilet de sauvetage, quand il y a de la mer, faut le voir le gilet de sauvetage, quoi. Donc, faut voir la personne qui est dans l'eau. C'est vite plus visible en fait. Donc, moi, je suis pour le harnais et s'attacher. Le mieux, c'est de pas tomber à l'eau, quoi. Et le mieux, c'est de pas tomber à l'eau, mais ça, après, ça arrive à tout le monde. Hein. Ça va vite. Bien sûr. Comment tu gères ta nave, toi, après, quand tu es en solo? Tu reçois la météo tous les combien de temps? Comment tu fais pour prendre des décisions, faire ta stratégie un petit peu de ton routage? Comment ça se passe quand tu es toute seule comme ça? Alors, déjà, ça dépend la longueur de la course. Parce que maintenant, on a quand même des fichiers météo qui, à une semaine, sont assez performants. Mais après, quand je suis sur la Mini, j'ai une BLU en fait, donc une radio qui capte les satellites et on nous envoie la météo. Ça dépend des fois parce que déjà c'est une mission de faire marcher la BLU et de recevoir l'information, mais c'est une fois tous les 2 jours, tous les 3 jours, ça dépend. Ça dépend en fait, ils nous le disent. Ça c'est un briefing sur la course qu'ils nous le disent à chaque fois de tout le même temps. Et donc voilà, ma prise de décision, je la prends avec ma météo du départ, voilà, que j'ai regardée, qui normalement devrait se passer ça, et la météo au moment X donné, quoi. Donc voilà, ma prise de décision, elle est faite comme ça. Après, en mini, nos stratégies et nos prises de décision, elles sont pas aussi précises que par exemple les coureurs du Vendée Globe, quoi. On n'a pas du tout les mêmes informations. Hein. C'est sûr. C'est pas tout à fait le même esprit non plus. Non, bien sûr. C'est différent. C'est clair. Ok, bah écoute, est-ce que peut-être tu peux nous peut-être en dernière question, nous refaire un petit tour sur toi, ce que tu as comme équipement dans ton bateau? Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu as pour naviguer toute seule comme ça en solo et traverser l'Atlantique? Oui, alors le plus important, ce que je disais, c'est mon pilote. Et en fait, mon pilote a lui un ordinateur de bord. Donc en fait, après, j'ai plusieurs afficheurs. J'en ai un là que vous ne voyez pas, et puis j'ai 2 derrière. Et qui vont me donner un tas de choses. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit au GPS traceur en mini.
Donc on fait tout à la carte papier, parce que c'est plus rigolo. La seule chose qu'on a, en fait, c'est nos coordonnées géographiques. Voilà, mais c'est tout. Donc on fait tout à la carte. Et puis sinon, j'ai une petite station météo. Voilà, qui me dit si je vais plutôt rentrer dans un anticyclone ou une dépression. Et puis après, j'ai 4 voiles d'avant. Donc j'ai 2 spies, un très grand spi qui fait 80 mètres carrés, un spi médium qui en fait 70, j'ai un code 5 et un Ginac. Et puis après, j'ai mon génois et puis mon tourmentant, mais mon tourmentant, on espère ne va s'en servir, vraiment, on ne sait jamais. Donc voilà, et puis après, j'ai toute mon énergie à bord, j'ai 2 safrans, et voilà. On est parti pour un tour après. Pas mal. Bon Voilà, petit équipement. j'ai pas du tout de place. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur, mais en fait, j'ai absolument pas de place pour dormir dans le bateau. Parce que le bateau est vraiment bon, là, il est en chantier. Et voilà, il est tout petit comme ça, mon bateau. Donc c'est très rustique. C'est rudimentaire. Voilà, c'est ça. Donc on n'a pas de cuisine, on a juste un petit jet boil, qui est un petit bol avec un réchaud dessous où on fait tout dedans. Donc on mange que du sous-vide ou du Ofal. Et puis on dort en fait où on peut parce que il y a des toiles à matossage, donc on est des côtés au vent en fait, on est rempli de matériel et donc nous on se cale un peu où on peut. Et bon voilà, ça peut être dehors là où je suis, ça peut être à l'intérieur. Voilà. On gère. Le mieux c'est quand il n'y a pas de vent parce que devant il y a plein de place. Donc voilà. Parfait. Une dernière question qui est, est-ce que quand comme ça au large, est-ce que tu es du coup quasiment tout le temps sous pilote ou est-ce que tu essayes de barrer un petit peu? Enfin, est-ce que ça a un impact le fait de plutôt un peu barrer ou le pilote fait très bien son boulot et ça ne pas de... Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment de. Là, actuellement, je pourrais pas dire mon pourcentage, en tout cas pour la mini. Mais moi, j'adore barrer, donc moi, je barre beaucoup parce que je peux passer des heures à la barre. Alors ça, même en croisière, hein, je ne donne pas la barre très facilement. Mais ça dépend. Ça dépend vraiment de ton état de fatigue. Il y a des moments où il faut se dire non, là, faut que je mette le pilote parce qu'il barre mieux que nous. Ou à des moments, la nuit, il peut barrer mieux que nous aussi. Parce que dans des conditions, par exemple, où il y a peu de vent, où il y a vraiment peu de vent, donc il faut savoir que pour nos bateaux, c'est des bateaux de portant, hein, c'est des bateaux qui planent, donc c'est des bateaux qui, en moyenne, quand il y a du vent, vont à 15-18 nœuds. Donc, ça on voit quand même, c'est très très fatigant parce que on va très vite, mais c'est tout petit bateau. Donc dans ces conditions, souvent on barre parce que c'est facile de barrer et puis on sent le truc, on sent les vagues. Le pilote, il a un gyro qui sait la stabilité du bateau, mais il peut pas anticiper les vagues comme nous. Par contre, par exemple, de nuit, quand il n'y a pas de vent, là on laisse le pilote faire parce que c'est lui qui va être le plus précis. Et puis après, ça dépend de chaque personne aussi. Hein. Il y en a qui font peut-être 80% de pilotes sur la course parce que ils n'aiment pas du tout barrer. C'est pas du tout leur truc. Voilà. Et puis après, on a la contrainte d'énergie aussi. Parce que un pilote, ça consomme énormément d'énergie. Ah oui. Donc on peut pas le laisser, on peut absolument pas le laisser par contre piloter pendant 24 heures sur 24. Bon, ça, c'est pas possible. Donc on va être obligé, nous, à un moment, de prendre le relais pour que l'énergie se fasse. Et oui, donc il ne faut pas tomber en rate d'ailleurs de batterie sur le chemin, sinon tu es la nuit, enfin pour se reposer, sinon c'est compliqué. Quoi. Ouais. Alors souvent on part tous quand même avec un petit pilote de secours, mais qui est vraiment là pour la dépanne parce que c'est des pilotes à barre franche, donc c'est vraiment pas du tout performant. Mais ouais, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le pilote quoi. Et puis ceux qui apprennent à mieux gérer leur pilote avec les meilleurs réglages, c'est ceux qui gagnent. Et oui, en effet, si dès le départ, au bout de 2 jours, on tombe en panne de pilote, on va pas aller s'amuser à traverser l'Atlantique, quoi.
C'est pas possible. Et puis quand on tombe en panne de pilote au milieu à la fin, c'est notre course qui commence, quoi. C'est vraiment très 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 compliqué de naviguer sans pilote. Et après, c'est ça, il faut faire attention à ces décharges de batterie aussi. Donc c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai pris l'option batterie lithium. Voilà. D'accord. Donc un peu plus performante. Lithium 210 watts, donc normalement je suis bien quand même. Il y a le droit d'avoir 2 jours de mauvais temps, sans soleil. Parfait. Donc voilà. Merci Anaëlle. Est-ce que tu souhaites dire un petit mot pour la fin? Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Eh ben, oui, déjà merci à tous les participants d'être venus voir ce webinaire. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont envie de découvrir ce qu'on fait et puis les motivations de pourquoi on le fait. Donc déjà un grand merci. Et puis un grand merci aussi à l'équipe de Prestige Location, Séverine et Lorraine, et puis tous les gars sur le ponton aussi, parce que ils m'aident beaucoup aussi techniquement, parce qu'ils sont très bons techniquement pour préparer les photos pour la loc. Donc voilà, un grand merci à tous, et puis merci à toi Yann aussi d'avoir animé ce webinaire. Je t'en prie, avec plaisir. Merci beaucoup à toi Anaëlle. Je vais repasser la main à Séverine et Lorraine. Ça va être la fin de ce webinaire. Merci d'avoir participé. On a tenu pile poil 1 heure. J'étais ravi de pouvoir discuter avec toi Anaëlle et je donne la main à Séverine et Lorraine. Merci beaucoup. Ok, bon écoutez, j'espère que cette heure vous a apporté plein de réponses à vos questions sur la préparation d'une mini transat ou d'une transat tout court. Voilà, que cet échange vous a apporté ce que vous recherchiez. On vous donne rendez-vous samedi à 11h30 pour le prochain webinaire. Celui-ci, en fait, parlera savoir comment, si vous êtes prêt à louer un bateau. Donc, vous serez avec Julie, qui est coach de navigation et qui vous apportera des informations sur ce qu'il faut réellement être prêt ce qu'on sait réellement lorsqu'on doit louer un bateau. Voilà. Bon, je ne suis pas très très douée en webinaire encore, donc voilà, des petits ratés. Mais j'espère que samedi prochain, ce sera meilleur. Je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Et, merci à Anaëlle et merci à Yann aussi. Je vous en prie, merci beaucoup. Je mets en lien pour ceux qui veulent y aller tout de suite. Vous devez pouvoir cliquer dessus, je pense. Voilà. Je vous ai mis dans le chat en lien le lien vers la page de Cruesty Location pour pouvoir accéder aux autres webinaires. Donc, il y aura 3 autres webinaires qui sont prévus par Cruesty Location. Comme Séverine et Lorraine l'ont dit, effectivement, le prochain a lieu samedi matin. Et donc, on aura grand plaisir à vous y retrouver. N'hésitez pas à vous inscrire. Et voilà, on continuera du coup cette session de webinaire et du salon virtuel de Cruesty Location. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, puis bon courage Anaëlle dans la suite de ta préparation. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.